Voilà, bonjour à tout le monde. Nous avons deux informations très capitales pour vous. Le président bâtisseur, président Mamadi Doumbouya, a pris le décret de limoger certains ministres qui se servaient de son pouvoir pour nourrir les banques, à savoir le ministre Condé et son homologue. Voilà, eux ils vont rejoindre le pôle emploi. Momentanément, ils sont au chômage. Bienvenue dans mon pays, là où à 6h tu es ministre, avant 15h tu es au chômage. C'est-à-dire tu quittes le boulot à 14h, 15h. Avant d'arriver à la maison, on t'informe en route que tu n'es plus ministre. En même temps, là-bas, tes gars de corps te déposent et puis, demi-tour, tu rentres en taxi. Deuxième information, le président Mamadi Doumbouya a décidé, à partir de maintenant, 0 bidonville dans la ville de Kaloum. Ça, c'est une bonne nouvelle. En tant que fervent partisan, je suis très heureux et très d'accord et très content je suis très content en plus pour cette bonne nouvelle. En tout cas, comme je l'ai dit, termine ce que ce Touré a commencé. Ceux qui n'étaient pas là, ça va parce qu'ils n'étaient pas. C'est parce qu'ils veulent que leur candidat soit à ta place. Mais comme il y a la différence entre toi, ton 5 septembre, et puis eux aussi leur 5 septembre, que le meilleur gagne. Big up, Nema Mengue. Vous voyez ces deux personnes-là, ils ont été limogés aujourd'hui. C'était des proches du président Mamadi Doumbouya. Mais le président Mamadi Doumbouya est inarrêtable face à la corruption. C'est pas parce que tu es son ami, tu es son parent, que quand tu fais quelque chose, il va pas te sanctionner. Il vient de nous prouver ça aujourd'hui à la RTG, que si tu fais quelque chose qui devrait être fait, tu seras limogé. Morikonde et Mourana sont aujourd'hui une belle preuve que quand tu fais quelque chose qui ne doit pas être fait, le président Mamadi Doumbouya n'a pas d'état d'âme pour ça. Voilà la preuve. Les gars, lui, ce président Mamadi Doumbouya, je vous assure, le président Mamadi Doumbouya, c'est un leader. Il n'y a pas à faire de dire parce qu'il y a une relation qui est entre lui et Morikonde. Non, 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 non. Cette relation-là, ça va continuer. Mais tout ce qui est gestion du pays, il mettra des gens qui sont capables. Pas des gens qui vont l'amener en arrière. Ça, c'est fini maintenant, les gars. Le président Mamadi Doumbouya, il va toujours mettre ce pays sur le bon chemin. Aujourd'hui, c'est l'une des belles preuves pour vous dire que oui, le président Mamadi Doumbouya, quand il te porte confiance, quand tu abuses de cette confiance, quand tu abuses de sa générosité, ça va te rattraper. Voilà la preuve. La famille, Décret D 2026 0262 PRG SGG portant limogeage de ministres. Les ministres dont les prénoms et noms suivent sont limogés. 1. Monsieur Mori Condé, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. 2. Monsieur Mourana Souma, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation. C'est gâté Nanina. Morikonde, limogé. Mourana Souma, limogé. Le conseiller à la présidence chargé de la culture, de l'artisanat et du tourisme, Mohamed Abdoulaye Diallo, limogé. Qu'ont-ils fait? Question. Mais le président vient de faire une publication. Sur la publication du président, on saura ce qu'ils ont fait. Voici ce que le président a publié jeudi sur sa page officielle. Il dit, peuple souverain de Guinée, peuple souverain de la République de Guinée, j'ai tenu à écourter mes congés pour rejoindre notre terre natale. Car ce pays qui m'a tout donné passe avant toute chose, avant moi-même. C'est ce même sens du devoir qui a guidé les décisions prises ce soir sur la lutte contre la corruption. Donc ils sont impliqués dans des affaires de corruption. Morikonde, Mourana Souma, Mohamed Abdoulaye Diallo. Donc ils sont impliqués dans les trucs de corruption. Je leur ai dit, avec la même fermeté qu'au premier jour, contre la corruption, ma main ne tremblera pas. Aucun rang, aucune fonction, aucune proximité ne met quiconque à l'abri de la rigueur républicaine. On sait que Morikonde, il est très très proche du président Doumbouya.
Mais il dit, ah, quelle qu'en soit ta position, si tu déconnes, ah. Les décisions intervenues ce soir au sein de la République en sont la preuve. L'exigence d'exemplarité s'applique à tous, sans exception, à commencer par ceux qui servent à mes côtés. C'est des ministres quand même, hein, et un conseiller à la présidence. Oui. La refondation n'est pas un slogan. Elle est une discipline que nous nous imposons d'abord à nous-mêmes. Cette exigence s'inscrit dans nos 3 objectifs de la refondation. Le vivre ensemble, une économie au service du peuple et voilà, et des institutions fortes et crédibles. Il y insiste particulièrement ce soir. Je ne laisserai personne jouer avec notre union sacrée. Le vivre ensemble reste ma priorité première. Une nation ne se bâtit pas dans la division ni dans l'impunité. Elle se bâtit dans la confiance retrouvée entre l'État et ses citoyens et entre les Guinéens eux-mêmes, par-delà nos régions, nos origines et nos différences. Beaucoup de choses ont été dites, mais là, par rapport à Mourana Souma et à Mori Kondé, on retient, et à Mohamed Abdoulaye, on retient qu'ils ont été impliqués dans des affaires de corruption, donc ils ont été limogés. C'est salutaire. Maintenant, bon, c'est quoi la suite? La CRIEF. Hein? Alphonse Chalouaït a eu des clients, parce que s'ils ont été impliqués dans une histoire de corruption, ça veut dire qu'ils doivent subir la rigueur de la loi. La corruption, c'est un crime, ce n'est même pas un délit, c'est un crime. La corruption est un crime. Donc s'ils ont été impliqués dans une affaire de corruption, étant des ministres de la République, ça veut dire qu'ils doivent passer par la cage. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça ne va pas se limiter là. Hein? En tout cas, le paradis... ça rigole pas. Ça rigole pas apparemment. Et des préfectures ont été créées. 2 régions ont été créées. Voilà, la population guinéenne augmente. Et je pense que même vers le Fouta là-bas, Timi Madina chez moi, je sais que Timi Madina chez moi demandait à être une préfecture il y a longtemps. Mais bon, je sais pas, ce n'est pas trop important. On est ensemble toujours. Timi Madina fait partir de Pita. Et tranquille quoi, RAS. Sur ce, on est ensemble. Mori Kondé, Mourana Souma. On verra bien. On verra bien. Affaire à suivre. Big Soul 250. On va aller schématiquement et on va répondre au fur et à mesure. Je commencerai de très loin, on va s'embarquer ensemble. Vous aurez la réponse en reconstituant. Le métier que vous exercez, c'est un métier assez noble, très respecté et respectable. Ceux qui l'exercent avec foi, avec dignité, ils le font, et très bien. Mais vous êtes aussi témoin de l'évolution du métier de journaliste à travers le temps. Hier, c'était la presse écrite. Les gens, ils écrivaient, ils recoupaient, machin, après ça va à l'imprimerie, tout ça. Après c'est mis, les gens venaient acheter le lendemain. Quand Internet a commencé, ce métier a dû se réadapter, en tout cas la partie presse écrite. Après c'était le journalisme. On était tous pressés à un moment. 12h30, 12h00, on capte BBC, et à 12h30, on bascule sur RFI. C'est ce qui a été le quotidien de ceux qui sont, en tout cas moi, de ma génération. Aujourd'hui, ce travail est en train d'être bousculé par Internet. Tout le monde est devenu volontaire de l'information. L'information n'est plus donnée que par les professionnels de l'information. Je ne suis pas en train de tacler les gens. Je ne suis pas en train de critiquer quelqu'un. Mais le scoop et le sensationnel est devenu aussi une autre façon de communiquer.
Ce que je peux vous dire, en quittant ici, en partant dans les bureaux des 2 minutes dont vous n'avez pas cité les noms, vous les trouverez en train de faire leur travail au nom de la République. En quittant ici, en partant dans leur bureau, vous les trouverez en train de faire leur travail au nom de la République. C'est le sens de la communication respectable et institutionnelle que nous voulons établir avec vous pour donner la vraie information au bon moment pour éviter à ce que l'intoxication soit la voie de communication. Notre pays dans lequel on vit, il a atteint un niveau où il ne peut plus reculer. Il ne doit même plus reculer. Les indicateurs de développement sont très bons. Mais dans tous les pays, il y a des citoyens qui sont contre leur pays. Ils font en sorte que le pays dégringole et recule, en posant des actes de manière à ne pas permettre d'avoir la sérénité. Un pays, pour qu'il se développe, il faut au minimum la paix et la stabilité. C'est ce que le président Mamadi Doumbouya donne à la Guinée aujourd'hui. La paix et la stabilité. Ensuite, le développement. Nous avons des indicateurs de développement aujourd'hui, de croissance qui sont très bons. 8,7 pour cette année. On pourrait envoisiner les 2 chiffres l'année prochaine ou tout au plus en 2028. Soutenu dans le temps. Vous voulez quoi? La paix, le développement ou bien les ragots? La paix. C'est ça le combat. Maintenant, M. Al-Gassimou a été sanctionné. Al-Gassimou, c'est un magistrat. C'est vous qui le dites. Moi, je suis militaire. Dans mon métier, tous les jours, on nous sanctionne. La sanction fait partie de l'administration. La sanction fait partie de l'administration. Il a été sanctionné parce qu'il y a suffisamment de faits qui justifient le fait que son ministre l'a sanctionné. Et après, qui est au-dessus de la loi en République de Guinée? Qui est au-dessus de la loi en République de Guinée? N'est-ce pas, il faut un État fort pour que les citoyens puissent avoir le minimum pour vivre en paix et en sérénité. Une administration, un ministre a sanctionné un cadre. Où est le problème? Où est le souci? Une sanction est administrative. Et puisque nous sommes de l'administration, on est tous d'accord que nous sommes de l'administration, on sait tous que ça arrive dans le travail. Pourquoi il a été sanctionné? C'est ça peut-être la question que vous aurez dû poser. Mais qu'on sanctionne Al-Gassimou ou Amara, c'est normal dans l'administration qu'on sanctionne quelqu'un. La question de fond, pourquoi il a été sanctionné? Allez-y chercher les faits. Vous êtes journaliste, c'est ça votre travail. La Guinée-Conakry, le pays du grand Sékou Touré, le pays de l'Almami, Samori Touré. Guinée-Conakry, patrie africaine, merveilleuse et puissante de beauté. Patrie richissime, terre bénie, inondée dans ses flancs par le majestueux océan Atlantique. Terre arrosée depuis les hauteurs du Fouta Djallon. Terre plurielle, terre riche, terre magnifique de Guinée. Ton destin titube. Ton destin est suspendu, ton destin boite. Tel l'albatros de Baudelaire. Il boite parce que une élite politique incompétente s'est emparée de ta direction à cause d'un désaccord. Un désaccord sur la gestion de la nation qui a été favorisé par l'imprudence du pouvoir précédent du président Alpha Condé. Guinée-Conakry, pays de Diallo Telli, le serviteur des pains spirituels de la liberté est à ton chevet. Guinée-Conakry, pays où je fais partie des rares Africains qui aient bénéficié des hommages musicaux
du célèbre orchestre national Bembeya Jazz. Je voudrais exprimer les larmes étouffées, le sang qui a coulé, la sueur de tes filles et de tes fils, qui aujourd'hui traversent un temps ténébreux. Il y a une Guinée-Conakry qui est massivement en prison. Il y a une Guinée-Conakry qui rase les murs de la Guinée. Il y a une Guinée-Conakry qui vit dans le mépris. Une Guinée-Conakry exclue. Il y a une Guinée-Conakry qui est dans la pénombre, dans les ténèbres. Une Guinée-Conakry livrée à la peur. Il y a une Guinée-Conakry traumatisée. Il y a une Guinée-Conakry désespérée. Il est important de porter sa parole devant ce que le général Mamadi Doumbouya et ses compagnons du CNRD nous ont offert comme spectacle. Le général Mamadi Doumbouya prétend avoir été élu président de la République avec 86,72%. Et il se promet d'exercer un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Est-ce que cette information est factuellement objective? Est-ce que cette information est vraie? D'abord, 86,72%. Mamadi Doumbouya est un homme issu de l'armée guinéenne et de l'armée française. Il ne peut pas avoir eu le temps d'avoir une telle popularité dans ce pays si il avait accepté d'affronter, lors de ces élections, les autres hommes politiques les plus populaires du pays. Les autres hommes politiques les plus populaires du pays sont d'abord celui qu'il a renversé et qui l'avait pourtant récupéré comme son chouchou, à savoir le président Alpha Condé, et l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo. On peut ne pas les aimer, mais on ne peut pas dire qu'on a gagné les élections en Guinée-Conakry en excluant ces gens-là. En excluant les principales formations politiques du pays, on ne peut pas dire qu'on a gagné les élections dans un pays. Que vous montiez ou que vous descendiez, Alassane Ouattara ne peut pas dire qu'il a gagné des élections en Côte d'Ivoire en excluant le PPACI des élections, en excluant GPS des élections, en excluant le PDCI-RDA des élections. Il ne peut pas dire qu'il a gagné les élections présidentielles. Biya Paul ne peut pas dire qu'il a gagné les élections présidentielles au Cameroun, en excluant le candidat principal de l'opposition qu'il avait affronté en 2018, en excluant des millions de Camerounais de diaspora et de l'intérieur de l'Israël. Il ne peut pas dire qu'il a gagné. Cela est vrai en Guinée-Conakry. Mon général, vous ne pouvez pas honnêtement dire « j'ai gagné des élections » alors que ce que vous avez organisé a été fait dans l'exclusion de tous ceux qui peuvent vous battre aux élections. Voilà la première vérité qu'il faut dire au général Mamadi Doumbouya. Mais maintenant, il faut dire d'autres vérités au général. Mon général, vous avez organisé les élections après avoir commis ce qu'on appelle en politique un parjure. Ce parjure, c'est que vous vous êtes publiquement tenu devant le peuple guinéen et vous avez déclaré que vous ne serez jamais candidat. Je dis bien, vous avez dit jamais. Vous ne serez jamais candidat aux élections présidentielles de la République de Guinée. Vous avez engagé votre bonne foi de militaire, votre bonne foi de musulman, votre bonne foi de patriote, supposément guinéen. Derrière cette déclaration qui est disponible sur tous les réseaux sociaux, vous avez répondu à Force Interview, où vous avez réitéré cette déclaration. Un homme qui fait de telles déclarations ne peut pas se porter candidat à l'élection présidentielle. C'est une candidature qui est immorale. C'est une candidature qui est en rupture avec tous les fondements traditionnels de la civilisation africaine. C'est une candidature illogique.
Ça, c'est la deuxième raison. Il faut que vous sachiez que vous êtes président par mensonge, par parjure. Vous êtes président par trahison. Il faut que vous le sachiez et que vous écoutiez cette parole qui s'adresse à votre conscience. Général Mamadi Doumbouya. Je sais que vous êtes entouré de gens qui ne peuvent pas vous le dire. Parce que vous les nommez. Et qu'ils mangent, pour ainsi dire, dans votre main. Je sais que les néocolonialistes français, qui vous ont accompagné pour prendre le pouvoir, les impérialistes américains qui ont même participé à l'opération militaire qui vous a installé au pouvoir, ont anesthésié votre conscience morale. Et vous croyez vraiment que vous êtes l'homme providentiel de la Guinée, mais vous le croyez sur la base d'un mensonge à vous-même. Vous vous mentez quand vous êtes seul. Parce que si vous regardiez un miroir, mon général, après la promesse solennelle que vous avez faite au peuple guinéen, vous repartiriez prendre un micro et dire « Je veux respecter la parole que j'ai donnée au peuple guinéen. Je démissionne des fonctions que j'usurpe. » Non pas parce que vous n'auriez pas été élu, mais parce que vous avez dit, vous avez juré que vous ne seriez pas candidat. Pourquoi votre pouvoir n'est-il pas convaincant? Et pour la majorité écrasante des Guinéens que vous n'avez pas consulté, et pour les opinions africaines qui vous regardent, mon général Mamadi Doumbouya, votre pouvoir n'est pas convaincant parce qu'il a été imposé avec le soutien des puissances négrières, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes qui sont à l'origine des deux principales organisations terroristes qui ensanglantent le continent africain, à savoir les États-Unis et la France. Votre pouvoir ne convainc ni les Guinéens du pays du grand Sékou Touré, ni les Africains en général, parce que c'est un pouvoir d'essence néocolonialiste et impérialiste. Cela a été ouvertement assumé par vos parrains. Et nous avons des vidéos au Sénat américain où des élus américains informent l'opinion politique et nationale américaine que ce sont les services militaires américains qui vous ont installé au pouvoir. On a les images des soldats américains paradant dans Conakry le jour de votre prise de pouvoir. Vous êtes un pur produit d'un processus comme celui que Trump veut imposer au Venezuela, comme celui qui a été imposé à Libreville, ou en 2021 imposé au Tchad. Vous êtes un pouvoir issu du processus néocolonial. Voilà pourquoi il n'y a pas de connexion, malgré tous les efforts que vous avez tentés, mon général Mamadi Doumbouya, entre vous et les panafricanistes en général. Il n'y a pas de connexion entre vous et le mouvement panafricaniste. Parce que vous cochez trop de cases négatives. Trop de cases négatives. Vous prétendez avoir battu Yero Baldé. Mais Yero Baldé, quand on bat Yero Baldé, on ne doit pas s'en vanter. Il fallait battre Cellou Dalein. Il fallait battre Alpha Condé. Ou des candidats qu'ils ont choisis, il fallait les battre. Quand on bat Yero Baldé, on ne se vante pas. Ne tombez pas dans le travers de votre tonton favori Alassane Dramane Ouattara qui a battu KKB. Un individu insignifiant, un olibrius, un epsilon politique. Et s'en est réjoui en 2020. Battre KKB. Quelqu'un qui ne peut même pas gagner une primaire dans un parti politique. Le battre à l'échelon national et s'en réjouir. Safroullah. En général, ne tombez pas dedans, vous n'avez pas gagné. On ne gagne pas contre Yero Baldé. Yero Baldé n'est pas un candidat de l'opposition dont vous puissiez dire « je l'ai battu », ça veut dire que je suis fort. C'est en réalité votre propre créature, Yero Baldé, comme KKB est la créature de Ouattara Dramane. Comme les 4 Gugus qui ont participé en 2025 à l'élection de Dramane sont ces créatures. Comme les 10 Gugus qui ont participé, les 11 Gugus qui ont participé en 2025 à la soi-disant élection de Biya, ce sont ces créatures. C'est lui qui a fabriqué leur candidature. Quand vous vous tenez devant les Africains, respectez un peu leur intelligence. On sait qu'il n'y a pas eu élection chez vous.
Vous vous êtes autoproclamé président. Et là, on a envie de dire aux Guinéens et à tous les Africains, mais pourquoi organiser des élections si, a priori, on connaît le résultat? Dictateurs africains, pardon, je vais vous demander un service. Économisez au moins l'argent. Donnez-le aux orphelins. Donnez-le aux associations de femmes. Donnez cet argent-là éventuellement aux hôpitaux pour fournir la pharmacie des hôpitaux. S'il vous plaît, n'organisez plus d'élections. Si c'est pour ça. Si c'est ce qu'on a vu au Cameroun là. Si ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire là. Ce qu'on vient de voir en Guinée là. C'est ce que vous appelez élection. S'il vous plaît, halte aux élections. Arrêtons. L'argent des élections là. Pardon. Prenez, donnez pour une fois aux plus pauvres, aux plus vulnérables de la société. Donnez ça pour qu'on construise quelques écoles de plus. Qu'on construise quelques dispensaires ou hôpitaux de plus. Pardon. Halte aux élections. Si c'est pour faire des pour-élections, arrêtons cette affaire. Mettons fin aux élections pour ne rien faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est du gâchis. Prenons l'argent des élections, construisons des écoles, construisons des hôpitaux, construisons des routes. Enlevons le chapitre élection une fois. N'en parlons plus. Dans les pays dictatoriaux, ayez pitié quand même. Même si vous n'avez pas honte. Ayez au moins pitié. Vous organisez les élections pourquoi, Mamadi Doumbouya? Biya Paul, vous organisez les élections pourquoi? Vous pouvez écrire le résultat d'avance. Prenez une feuille blanche, écrivez « Je suis élu ». Cachetez ça, écrivez le score qui vous plaît. Vous pouvez même mettre 150%. C'est la même chose pour nous, qui savons que ce ne sont pas des élections. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour voler. Vous pouvez voler sans raison. Vous pouvez voler sans alibi, sans prétexte. Puisque les caisses de l'État guinéen, les caisses de l'État ivoirien, les caisses de l'État camerounais se confondent avec vos propres poches. Donc vous n'avez pas besoin d'organiser des élections pour voler. Vous pouvez voler directement. Ça peut épargner au moins certains des vols que vous faites par voie déguisée électorale. Au moins ce que vous vouliez voler pour organiser des fausses élections. Ouais, dis donc. Prenez ça. En Guinée, là, nous avons des tas d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Créons des écoles pour qu'ils aillent à l'école. Payons des instituteurs pour que ces enfants-là étudient. Nous avons des tas de régions qui n'ont même pas un petit dispensaire de village. Même pas un hôpital d'arrondissement. Aucun hôpital départemental. On a des régions entières sans hôpitaux de référence. On a des régions enclavées où on ne peut même pas se rendre correctement en voiture. Président, au lieu d'organiser les élections là, vous voulez encore dire que dans 7 ans vous allez organiser une élection. Non, ne faites pas ça, arrêtons. Ne faites plus ça, laissez, ne faites plus d'élections. Puisque ça ne sert à rien. Dans les dictatures, les élections ne servent à rien. Dictateurs, soyez un peu éclairés. Soyez un peu éclairés. Ne nous faites plus ça. Ça nous fatigue. On ne peut pas continuer à appeler ça élection. Donc, le régime de Mamadi Doumbouya souffre de façon très chronique de 5 problèmes. Premier problème, les conditions de la prise du pouvoir. La prise du pouvoir a été faite avec le soutien des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux. Donc, c'est un régime néocolonial. Deuxième élément, l'exclusion politique massive de l'opposition, du jeu politique. Donc, en fait, l'illégitimité structurelle du pouvoir. Sur le plan politique, puisque la majorité apparente du pouvoir ne correspond pas à la majorité politique réelle dans le pays. Troisième élément, le panafrico-opportunisme. Je suis honnête envers les autorités actuelles du CNRD de Guinée en disant que on peut saluer le fait qu'elles aient été relativement loyales. Je dis bien relativement, pas totalement. Envers les pays de l'Alliance des États du Sahel, contre lesquels elles ne se sont jamais dressées. Vraiment, c'est le seul point positif pour moi, à l'horizon du régime du président Mamadi Doumbouya. C'est que, au moins, il n'a pas utilisé ouvertement la Guinée. Il n'a pas ouvertement utilisé la Guinée contre l'AES. Il n'a pas poignardé le Mali dans le dos. C'est la seule raison pour laquelle j'ai une certaine relative bienveillance envers le régime guinéen.
sa relative bienveillance envers les pays de l'AES. D'accord? Mais même cette relative bienveillance, elle n'est pas suffisante. Puisque de fait, les richesses de la Guinée sont en train de servir les puissances qui veulent écraser l'AES. C'est-à-dire que, même si le CNRD de Guinée n'est pas un régime hostile à l'AES, ce régime nourrit les puissances qui veulent détruire l'AES. Dès lors que la Guinée est sous la coupe réglée des multinationales occidentales, les richesses guinéennes servent à écraser le Mali. Elles servent à écraser le Burkina Faso, elles servent à écraser le Niger. Ces richesses sont utilisées pour la contre-révolution africaine. Voilà ce que le général Mamadi Doumbouya ne veut même pas comprendre, puisque de toutes les façons, il se considère comme le serviteur du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental dans son pays. Donc c'est ce que j'appelle le panafrico-opportunisme, c'est-à-dire un panafricanisme à géométrie variable, un panafricanisme ambigu. Il y a un quatrième problème sérieux. Un quatrième problème sérieux. C'est la naissance d'une bourgeoisie de milliardaires administratifs et militaires spontanés. La vitesse à laquelle cette bourgeoisie est en train de naître en Guinée est effrayante. Avec les acquisitions de biens immobiliers massifs de cette bourgeoisie à l'étranger. Et vous êtes en train de commettre la même erreur que tous les dictateurs africains commettent. Ils prennent l'argent de l'Afrique, ils l'utilisent pour acheter des biens. Eh bien, en France, en Suisse, ils achètent des biens en Italie, des biens en Espagne, et dès lors qu'ils vont avoir la moindre difficulté, ces pays vont voler ces biens. Vous êtes, Mamadi Doumbouya, en train d'entrer dans ce piège. Bon, il ne vous suffit pas d'avoir une épouse française pour qu'on ne vous arrache pas les biens qu'on va considérer comme mal acquis, parce que vous les avez acquis quand vous êtes devenu président d'une république pourtant appauvrie. La frénésie avec laquelle vous êtes en train d'acquérir des biens, et notamment des biens qui sont situés hors de la Guinée, indique les biens qui vont être arrachés de facto à la Guinée, à travers votre indélicatesse. Parce que dès que vous serez en difficulté politique, les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux vont arracher tous vos biens. Vous serez dans la situation du voleur volé. Vous serez dans la situation du voleur volé. Donc voilà les difficultés objectives que le régime de notre chère patrie africaine, la Guinée-Conakry, constitue devant nous. Alors moi je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Ah, pourquoi tu ne critiques pas, pourquoi tu n'analyses pas la situation de la Guinée? Donc que cette vidéo soit découpée et qu'elle soit donnée aux autorités guinéennes. C'est une critique que j'estime d'ailleurs très bienveillante. Pourquoi? Parce que je continue à dire que je suis reconnaissant aux autorités du CNRD de Guinée pour n'avoir pas été dans l'hostilité ouverte envers nos prunelles des yeux de la révolution africaine, que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ça, c'est le seul acte positif que je leur reconnais. Mais même cet acte positif est entaché par la politique néocolonialiste qu'ils mènent, par la politique dure envers les aspirations de leur propre peuple qu'ils mènent. Et voilà pourquoi je les critique. Et voilà pourquoi je leur dis qu'ils n'ont convaincu personne qui observe sérieusement l'actualité politique guinéenne par ce faux rituel de ces fausses élections. Ces élections, eh bien, elles ne convainquent personne de sérieux. Et il n'y a que les hypocrites, les menteurs, les flatteurs et les profiteurs qui vont vous dire que vous avez vraiment été élu, mon général. Wallahi billahi talahi. Ça là, c'est pas ça qu'on appelle élection. Donc, quels sont mes conseils? Mon général, revenez sur vos propos. Appelez à une convention de réconciliation du peuple guinéen. Revenez sur vos propos. Demandez à tous vos frères qui sont politiquement exilés et qui sont des patriotes guinéens comme vous de rentrer en Guinée. Revenez sur vos propos et acceptez de tenir la parole que vous avez donnée. Vous leur aviez dit, je ne serai pas candidat. Organisez véritablement une transition à l'issue de laquelle vous ne serez pas candidat. Puisque vous l'avez dit, vous avez promis. Et laissez des Guinéens choisir librement
à l'issue de ce processus, ou dans le cadre de cette entente, un dirigeant qui soit à la hauteur des enjeux, un dirigeant qui ne soit pas à la solde de la France et de l'Occident, ni d'aucune puissance étrangère, un dirigeant qui ne brade pas le pays aux multinationales étrangères, mais au contraire qui revitalise le nationalisme économique guinéen, un dirigeant qui est la force paternelle, l'amour de son peuple, et qui ne combatte sévèrement que les ennemis du peuple, mais qui aime authentiquement les Guinéens, et qui enlève de leur cœur la peur de vivre, la peur de parler, la peur de s'exprimer, la peur de créer. Un dirigeant qui redonne aux Guinéens confiance en leur pays. Un dirigeant qui reprend le flambeau de l'authentique panafricanisme révolutionnaire, dont le président Ahmed Sékou Touré a, malgré toutes les critiques qu'on peut faire envers les excès de son régime, a immensément incarné les valeurs. Un panafricanisme et un régime qui mettent fin au pillage de la fortune publique guinéenne par la néo-bourgeoisie administrativo-militaire. Mon général, vous pouvez, en tant que fils de la Guinée, en tant que fils de l'Afrique, revoir à la baisse votre prétention actuelle de servir les intérêts étrangers en prétendant diriger la Guinée. Et c'est cette humilité que je vous souhaite à travers cette critique et le grand service que je vous prie de rendre au peuple guinéen. S'il vous plaît, n'organisez plus inutilement des élections. N'écoutez pas les néocolonialistes français, les impérialistes américains qui vous disent « faites quelque chose, ne faites rien ». Dites « je sais que mon peuple ne se reconnaît pas dans ce processus. Je dois trouver une formule qui permette à l'ensemble de mon peuple de reprendre sa marche allègre vers l'avenir. » Et le peuple guinéen et les autorités qui émergeront des entrailles de la Guinée devront faire preuve de compréhension si vous anticipez sur leur colère, qui est inévitable. Voilà. Tout le mal que je souhaite au CNRD de Guinée, c'est qu'il fasse une remise en cause, un mea culpa, une autocritique avec humilité, avant que les choses ne dérapent, parce que la Guinée est un pays dans lequel il n'est pas possible de tenir longtemps dans une équation impossible. La Guinée-Conakry envoie paître l'écho de Macron et Ouattara. C'est quelque chose de très surprenant. Et on a besoin de comprendre le paradoxe de cette situation. D'abord, je voudrais saluer les autorités du CNRD de Guinée-Conakry. Je les salue pourquoi? Je les salue parce que laissons de côté les conditions d'arrivée au pouvoir du général président Mamadi Doumbouya. La Guinée-Conakry a réussi à préserver quelque chose d'essentiel, qui est très important pour nous panafricanistes, dans cette phase difficile que traverse le continent. C'est de ne pas participer de façon active et ouverte à la déstabilisation des pays qui incarnent le changement continental. Je voudrais saluer les autorités guinéennes du CNRD de Mamadi Doumbouya pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. Elles n'ont jamais activement participé à la déstabilisation du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Dans la séquence historique où nous nous trouvons, nous observons tous les jours le Sahel de 2020 jusqu'à maintenant 2026, soit bientôt 7 ans de période révolutionnaire sahélienne. La Guinée, que ce soit sous Alpha Condé ou maintenant sous Mamadi Doumbouya, n'a pas planté, à notre connaissance, le moindre poignard dans le dos d'un des pays frères de l'Alliance des États du Sahel. Cela étant dit, la politique interne et même internationale de la Guinée peut souffrir à la critique de l'intellectuel panafricaniste que je suis. D'abord, on le sait, le coup d'État qui a amené le général Mamadi Doumbouya a été amplement soutenu par Paris et Washington, qui continuent à avoir une trop grande influence sur le régime de Conakry. Ça, c'est une vérité
qui permet de comprendre pourquoi la Guinée-Conakry n'a pas rejoint l'Alliance des États du Sahel. Elle ne l'a pas rejoint, notamment en raison de l'origine du régime de Guinée-Conakry. Mais, là, je continue à dire cela pour qu'on comprenne qu'il y a un paradoxe. Alors que le régime de Guinée-Conakry, du général Mamadi Doumbouya, est un régime globalement pro-français et pro-américain, pro-occidental, même si c'est un régime fraternel envers l'Alliance des États du Sahel, je l'ai souligné, il vient de prendre une décision spectaculaire, vraiment à laquelle on pouvait ne pas s'attendre. Dès lors que Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, a actionné sa marionnette, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, dès lors qu'il a été actionné par Macron pour saboter le premier projet de l'ECO, monnaie flexible, souveraine, indépendante des pays de la CEDEAO, Alassane Ouattara est entré en action et comme l'a rappelé l'excellent combattant des libertés, le ministre d'État Bassolma Bazié, dans une conférence récente de la commission de l'AES, Alassane Dramane Ouattara a dit, je cite, « L'ECO, la monnaie qui est proposée en réalité par la France, ne sera différente du franc CFA que de nom. On va reconduire toutes les propriétés du franc CFA, on va juste changer le nom pour cesser d'attirer les critiques. » Je cite un peu de mémoire les propos d'Alassane Dramane Ouattara rapportés par le ministre Bassolma Bazié. Et le ministre Bassolma Bazié en a profité pour citer tous les témoins de ces propos, de telle façon que aucun démenti n'est venu depuis lors de Côte d'Ivoire pour dire Alassane Ouattara ne l'a pas dit. Donc l'ECO, c'est le franc CFA bis. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change de nom, mais on maintient le fait que la France va contrôler cette monnaie. Elle va garantir une parité fixe de cette monnaie avec l'euro, de telle façon que cette monnaie sera en réalité pilotée par la Banque de France, comme le CFA l'est aujourd'hui, le CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. C'est cela qui m'a amené à la formule, désormais je le pense assez célèbre, la formule suivante, l'ECO, la monnaie, ECO, n'est que l'écho d'un bruit qui n'existe plus. Je reprends la formule, l'ECO, la monnaie écho, n'est que l'écho, écho, le mot, E-C-H-O, l'écho d'un bruit qui n'existe plus. L'écho d'un bruit qui n'existe plus. Autrement dit, en réalité, c'est une monnaie mort-née. Car en fait, c'est un non-événement. À quoi sert-il de créer un franc CFA bis, puisque le franc CFA, lui, il est encore là. Le franc CFA bis n'est rien de nouveau. Voilà pourquoi je dis que l'écho n'est rien du tout. C'est un bruit qui n'existe plus, puisqu'en fait, on nous dit que c'est le franc CFA qu'on veut maintenir, et par conséquent, ceux qui se laissent attirer par ce bruit sont ceux qui ont oublié les propos de Ouattara rapportant les intentions de son patron Macron, son petit patron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron. Bon. Maintenant, revenons à la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, sous l'impulsion du grand camarade, le président Ahmed Sékou Touré, avait instauré le franc guinéen. Et donc, la Guinée-Conakry a une tradition de pilotage de sa propre monnaie depuis plusieurs décennies, depuis le camarade président Ahmed Sékou Touré. Dans le cadre du célèbre NON, N-O-N, de 1958 à Charles de Gaulle, Sékou Touré assuma toutes les conséquences. Et c'est l'un des éléments de l'identité politique guinéenne, à savoir la souveraineté monétaire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le franc guinéen? D'abord, il y a une opinion très répandue contre le franc guinéen. C'est dans la zone CFA, on se moque du franc guinéen à cause de la forte inflation de cette monnaie. Il faut de grosses quantités de cette monnaie pour faire les transactions commerciales. Et le franc CFA conserve une certaine puissance relative par rapport à cette monnaie.
quand on doit les confronter sur le marché sous-régional. Mais ceux qui se moquent du franc guinéen ne savent pas en quoi le franc guinéen dépasse le franc CFA. Et je vais vous expliquer. Le franc guinéen dépasse le franc CFA en ceci que la Banque centrale de Guinée ajuste le franc guinéen en fonction des variations du marché international. Alors que les banques centrales, que ce soit la BCAO ou la BEAC, c'est-à-dire les banques centrales du franc CFA d'Afrique de l'Ouest ou du franc CFA d'Afrique centrale, n'ont aucun pouvoir d'ajustement de la monnaie qu'elles utilisent par rapport à l'évolution du marché international. C'est-à-dire qu'en fonction des intérêts vitaux de la Guinée et de l'évolution du marché international, la Guinée peut soit surévaluer sa monnaie pour avoir de bonnes recettes, soit dévaluer sa monnaie pour avoir de bonnes recettes toujours. C'est ce qu'on appelle le pilotage monétaire. Nous qui sommes dans les zones CFA, nous ne pilotons pas notre monnaie. Notre monnaie, pour prendre une image que proposa un jour un économiste camerounais, Christian Penda Ekoka, la monnaie du franc CFA, c'est comme un thermomètre qui est bloqué à 12 degrés Celsius. Et on vous demande de mesurer la température des malades avec ce thermomètre. Imaginez un thermomètre qui est bloqué à 12 degrés Celsius. On vous le donne, on dit allez mesurer, voyez si les enfants ont la fièvre. Voyez s'il y a une variation de température. Dans tous les cas, chaque fois que vous mettez ce thermomètre sous les selles d'un enfant ou d'un malade quelconque, ça donne toujours 12 degrés. C'est ça le franc CFA. Par conséquent, le franc CFA ne peut pas soigner l'économie. Il paralyse l'économie, il empêche d'agir sur l'économie, et c'est uniquement le propriétaire du thermomètre qui pilote l'économie à distance. Puisque de toutes les façons, il t'empêche de piloter à travers ce qu'on appelle le taux fixe. Or, en fait, toute véritable monnaie doit être modulée. Ce qu'on appelle donc le taux d'intérêt ou le taux directeur d'une monnaie doit être modulé en fonction de l'évolution du marché intérieur, du marché extérieur, de telle façon que cette monnaie, in fine, permette toujours à l'État qui est bien la pilote d'être bancable. Donc, alors qu'en apparence, nous nous sentirions prétendument supérieurs, nous qui sommes dans les zones du franc des colonies françaises d'Afrique, eh bien, à la République de Guinée, qui a son propre franc. D'ailleurs, j'invite la République de Guinée à constater qu'il n'y a pas une ethnie en Guinée qui s'appelle les Francs. Je rappelle que franc, c'est une ethnie. Donc, je glisse une critique au passage. Je pense qu'il faudrait même cesser d'appeler la monnaie guinéenne franc. Il y a des tas d'autres façons d'appeler la monnaie de la Guinée. La Guinée a suffisamment de références. Vous pouvez même décider d'appeler la monnaie guinéenne le Sékou Touré, puisque c'est quand même l'un des fleurons de la résistance qu'il a incarné. D'accord? Il y a tellement de noms disponibles en Guinée pour appeler la monnaie que c'est aussi là encore une faiblesse de la monnaie guinéenne de garder le nom d'une ethnie non guinéenne, le franc. Bon, mais laissons. Je reste ici dans l'argument pour ce qu'il a d'essentiel. Comme je le disais, avec le franc CFA, nous ne pilotons rien. Nous subissons tout. Nous subissons les soubresauts de la zone euro. Puisque le thermomètre est tenu par la Banque de France, qui est dans la zone euro, c'est la vie de la France, là, qui influence la vie de l'économie de 15 pays africains. Quand la France est au rouge, elle nous amène au rouge avec elle. Et bien souvent, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est au rouge? Elle dévalue le franc CFA pour que nous payions son manquant. Les dévaluations, c'est quoi? C'est africain payé à ma place. C'est ce que ça veut dire. Voilà la définition de la dévaluation. Les dévaluations que le franc CFA a subies signifient simplement, de la part de la France, africain payé à ma place. Chaque fois que la France a été en difficulté, elle s'est tournée sur le franc CFA et l'a dévalué. Pour amener les Africains à payer pour elle. C'est exactement ce qu'elle a fait pendant les 2 guerres mondiales. Elle ne pouvait pas battre l'Allemagne, elle ne pouvait pas battre l'Angleterre, elle ne pouvait pas affronter Hitler. Il a fallu que les Africains aillent devant. L'Afrique, chair à canon. Le franc CFA, c'est la chair à canon économique de l'Afrique. Voilà la France en difficulté. Incapable de combler son budget. Elle se bat pour transformer
l'écho en francs CFA bis, afin de continuer à faire payer les Africains à sa place. Alors, donc, je reviens à Mamadi Doumbouya, le président général guinéen. Tout le monde sait maintenant qu'il traverse un grand moment de fragilité. Je ne peux pas dire avec certitude de quoi est-ce qu'il souffre, mais les images que nous avons vues, eh bien, font à peu près l'unanimité dans l'opinion que le président guinéen, manifestement, souffre de quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je ne peux pas dire. Et je ne vais pas ici m'aventurer sur ce terrain. Là encore, j'en profite pour dire, il est important, quand le président est malade, de dire aux gens que le président est malade. On a un problème ici en Afrique, c'est que dès que les gens deviennent présidents, on prétend qu'ils ne sont jamais malades. Un président est un être humain. Si c'est une maladie bénigne, un rhume, on peut comprendre que vous ne le disiez pas. Si c'est une maladie bénigne, je ne sais pas, peut-être un palu passager, on peut comprendre que vous n'en parliez pas, puisque ça se guérit, ça se soigne facilement. Mais quand il y a une cause médicale importante, c'est un devoir d'informer le peuple. C'est un devoir d'informer le peuple. Bon, mais je ferme cela. Ce qui est paradoxal, c'est que dans ce moment où on le voit, personnellement, plutôt fragile et frêle, il prend une décision très courageuse. Une décision qui est en train de provoquer une levée de bouclier à Paris. Une levée de bouclier dans la presse néocolonialiste française. Il dit qu'il ne veut pas de l'écho de Macron et Ouattara. Alors la question c'est, pourquoi le général président Mamadi Doumbouya, dont le pouvoir a bénéficié de la bienveillance de Macron et de Ouattara, pourquoi ne veut-il pas de leur écho? Qu'il me soit permis de formuler des hypothèses. Hypothèses, disait Newton, non fingo. Je formule des hypothèses, je n'ai pas dit que j'ai trouvé. Là seulement, je parle par hypothèse. Écoutez, moi je parle de l'hypothèse que, malgré le fait qu'il y ait des liens très forts entre le pouvoir guinéen, les pouvoirs français et ivoiriens, le chef de l'État guinéen reproche quelque chose à Macron et Ouattara. Ça, c'est ma première hypothèse. Et cette hypothèse-là, elle est riche de profondeur et de nuances. Écoutez-moi bien. Pour les contrarier sur leur projet phare avec lequel ils croyaient pouvoir galvaniser la CEDEAO, maintenant que leur homme de main, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la tête de la CEDEAO, pour oser dire pas question du franc guinéen, pas question, pardon, de l'écho à la place du franc guinéen, il faut qu'Emmanuel Macron et Alassane Draman Ouattara aient fait quelque chose de particulièrement grave à leur poulain, à leur soutien, le général Mamadi Doumbouya. Maintenant, la question est quoi? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je n'ai aucune certitude ici. Premièrement, on peut les soupçonner d'être peut-être l'une des causes de sa fragilité actuelle. Ça fait un. Je dis bien, premièrement, on peut les soupçonner d'être l'une des causes de sa fragilité actuelle. Tout cela, je le dis, avec la réserve du doute, avec la réserve de la relativité. Je n'affirme pas ici une certitude. Mais je fais l'hypothèse que le président Mamadi Doumbouya en veut à Macron et Ouattara et que quelque part, il leur reproche quelque chose sur les problèmes qu'il a actuellement. Ça, c'est la première hypothèse. Et puis, il y a autre chose qui explique que le président Mamadi Doumbouya se soit ready. Et elle dit, pas question, je ne veux pas entendre parler de votre écho ici. Mais, il est possible qu'il ait eu vent, qu'on veut lui faire un coup d'État, parce qu'il n'est pas assez docile, qu'il n'est pas assez soumis à Macron et Ouattara. Il est possible que le président Mamadi Doumbouya soit au courant qu'on essaye de fomenter quelque chose pour le punir de ses audaces. Et l'une des audaces dont on pourrait vouloir le punir, c'est d'avoir refusé que la Guinée soit une base arrière opérationnelle des groupes terroristes qui attaquent le Mali. Là, je commence à être dans le sérieux. Je commence à être dans la révélation, mes chers amis. Je suis en train d'entrer ici dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de la certitude
que l'hypothèse qu'il soit à l'origine de sa fragilité physique. Parce qu'on peut être malade sans que quelqu'un ne vous ait fiolé, n'est-ce pas? Mais par contre, qu'on lui en veuille de n'avoir pas attaqué l'AES, qu'on lui en veuille de faire des leçons en faveur de l'AES en pleine réunion de la CEDEAO, comme il l'a fait d'ailleurs au dernier congrès de la CEDEAO en Sierra Leone, qu'on lui en veuille pour cela, cela est vrai, on lui en veut. Qu'on lui en veuille de ne pas offrir la Guinée comme base arrière opérationnelle pour attaquer le Mali, cela est vrai. Parce que les opérations qui ont été menées jusqu'ici contre le Mali ont été préparées au nord du Bénin, en Mauritanie, en Algérie et en Côte d'Ivoire. Or, le territoire guinéen, comme vous le voyez, il est en continuité naturelle avec le territoire malien. Quand on sort de Bamako, on entre en Guinée en moins de 2 heures de route. En moins de 2 heures de route, on entre en Guinée. Là, je vous parle du terrain. Je suis sur le terrain ici. Les cartes, je n'en parle pas seulement. Les cartes d'Afrique de l'Ouest, je n'en parle pas. Les seuls livres, je pratique les distances. Donc, mon explication la plus avancée, c'est de dire que Mamadi Doumbouya ayant refusé d'offrir la Guinée comme base arrière active, opérationnelle, offensive contre le Mali, il a eu vent qu'on essaye de le punir pour ça, en suscitant tout naturellement un remplaçant dans l'armée guinéenne. Et ça, c'est renforcé par un événement qui a eu lieu hier. Quand le président général Mamadi Doumbouya s'est mis à partir de Conakry, il a donné des instructions pour 2 types de communiqués qui sont sortis. Un communiqué de la présidence et ensuite un communiqué de l'état-major de l'armée, ayant pour but d'avertir tout le monde. N'essayez pas un coup d'État. On est au courant que vous voulez essayer. C'est ça le message des communiqués officiels guinéens. Le président général Mamadi Doumbouya va en Grèce avec sa famille, sans doute aussi pour se soigner, puisqu'il apparaît clairement amaigri et malade. Ok? Mais il avertit tout le monde que me voici en train de partir. Que personne n'essaye ce que je sais que vous voulez essayer, parce que je ne veux pas servir de base arrière pour attaquer mon frère Assimi Goïta. Je ne veux pas servir de base arrière pour attaquer l'AES. Je sais qu'on m'en veut pour ça. Et je sais que certains d'entre vous sont en train d'être approchés pour me poignarder dans le dos. Mais tant pis pour celui qui essaye et qui rate. Il n'aura pas le temps de s'en souvenir. C'est l'esprit des communiqués qui sont sortis de la présidence guinéenne ces 48 dernières heures. Vous comprenez? Voilà la vérité. Donc, je peux conclure ce 3e et dernier sujet. Pourquoi la Guinée de Mamadi Doumbouya refuse de s'aligner derrière l'écho? D'abord, l'argument économique et théorique, scientifique est incontestable. Ensuite, il y a les raisons idéologiques. L'identité politique guinéenne passe par la fierté de cette monnaie arrachée de main de maître, arrachée de haute lutte par la Guinée sous le camarade président Sékou Touré. Donc, il y a l'idéologie qui est quand même encore vivante en Guinée. La dignité, la souveraineté des Guinéens, ça leur tient encore à cœur. Et puis, 3e raison, des raisons géopolitiques et géostratégiques que j'ai explorées prudemment, en soulignant que la plus importante, c'est qu'on en veut au CNRD de Guinée de n'avoir pas offert la Guinée comme base arrière opérationnelle et active pour attaquer le Mali. Parce que attaquer le Mali à partir de la Guinée permettrait une plus grande amplitude opérationnelle aux ennemis du Mali. Jusqu'ici, à ma connaissance, le président Mamadi Doumbouya s'est refusé à cela. On lui en veut. Et quand on commence à t'en vouloir en France-Afrique, le sol tremble sous tes pas. On cherche une pièce de rechange. Et voilà pourquoi les communiqués ont prévenu celui qui serait tenté de servir de force de pièce de rechange de ne pas louper son coup. Parce que s'il loupe son coup, ça ne va pas le louper.